La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec nos esprits libres à 8h40 sur Radio Classique. Aujourd'hui, Anne de Guigné, grand reporter au Figaro. Bonjour Anne. Bonjour David. Vous en revenez de Pologne. On va en parler de la Pologne et du miracle économique auquel on assiste dans ce pays, pilier désormais de la construction européenne et peut-être même de la défense européenne. Jean-Marie Colombani, que vous retrouverez demain à 8h pour l'émission Commentaire avec Jean-Claude Casanova. Jean-Marie, bonjour. Bonjour David. Merci d'être là tous les deux. On va commencer avec Jean-Luc Mélenchon qui a tenu hier, comme il l'avait prévu de longue date, un meeting à Lyon. Et ce sous haute surveillance, sous haute tension, LFI tient sa ligne depuis la mort de Quentin Duranc. LFI tient sa ligne et estime qu'il n'est en rien responsable de rien. Est-ce que c'est la bonne stratégie, Anne de Guigné ? Écoutez, ça a l'air d'être la bonne stratégie, en tout cas pour mobiliser la base de LFI. C'est sûr que Jean-Luc Mélenchon n'a pas du tout cherché à arrondir les angles ou à s'excuser en quoi que ce soit. Il a soutenu implicitement Raphaël Arnault. La jeune garde, on n'y touche pas, absolument, ils sont impeccables. L'antifascisme est la priorité de LFI. Donc, d'un point de vue démocratique, c'est un peu effrayant à écouter. Mais je crains que ce soit assez efficace d'un point de vue électoral. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, il nous a fait à chaque fois, il a suivi la même stratégie. 1 an avant la présidentielle, il hausse le ton, il se durcit et ça marche bien. Là, il est connecté. Là, pour l'instant, dans les sondages, il est autour de 12-13%. Mais rappelez-vous, en 2022, il était à 11% avant l'élection, et il est arrivé à 22%. Donc, on sent qu'il a une stratégie très précise en tête. Il n'a absolument pas peur des débordements, c'est moins qu'on puisse dire, des confrontations. Le discours, moi j'ai connu des extraits hier, était vraiment très choquant, extrêmement violent, des ricanements permanents, de la haine pure et dure. Mais apparemment, c'est ce qui fonctionne. Donc, je crains qu'il ait raison. Jean-Marie Colombani, qu'est-ce que vous pensez de cette ligne, qui est une ligne finalement constante, radicale? Ça lui réussit à chaque élection présidentielle. Ça lui réussit aussi parce que le candidat des socialistes est à chaque fois quasi inexistant. Les socialistes, depuis 2 élections présidentielles, ont des candidats qui ne font aucun résultat. C'est vrai. Cela dit, il y a 2 options. Il y a l'option que Anne vient de décrire et qui est en effet traditionnelle dans cette mouvance d'extrême gauche. On tient la ligne et on est solidaire du chef, donc tout ça, je ne veux voir qu'une seule tête. Et donc, en effet, on est en route pour une radicalisation de plus. C'est une option avec des gens qui disent que ça lui a toujours réussi, qui pensent autour de lui que ça lui a toujours réussi et qu'avec le temps, ça lui réussira. Moi, j'ai une autre hypothèse, parce que je pense que le lien organique qui a été montré entre la jeune garde et le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, ça colore tristement et dramatiquement l'œuvre politique de Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que les Français n'aiment pas ça, n'aimeront pas ça, et je pense que ce lien organique est de nature à délégitimer Jean-Luc Mélenchon, non pas aux yeux de son précaré, mais aux yeux d'une majorité de Français. Donc je ne le vois pas performer comme il avait performé les fois précédentes, parce qu'il y aura ça qui pèsera. C'est quand même un meurtre qui s'est produit. Et donc, ça n'est pas n'importe quoi. Et donc, en plus, ça inverse complètement les choses. C'est-à-dire que la violence, désormais, on regarde du côté de l'extrême gauche, alors traditionnellement, on regardait du côté de l'extrême droite. Et je pense que ça, les Français n'aiment pas et ne pardonneront pas. Mais je peux me tromper. Peut-être qu'en effet, avec le temps, l'élection est dans un peu plus d'un an. Dans un peu plus d'un an, peut-être que cet événement aura été oublié. C'est ce que dit Mélenchon. Il dit on se souviendra de ça comme d'une bataille de rue. Oui, mais je pense, moi, le contraire. Je pense que ça colore de façon indélébile une action politique et que ça disqualifiera ou ça délégitimera la candidature de Jean-Luc Mélenchon aux yeux d'une majorité de Français. Alors, vous parlez de gens qui votent à gauche. Anne de Guigné, vous parliez de ricanement et d'outrance. On va écouter un extrait de ce meeting. Alors évidemment, ça ne résume pas tout le meeting, mais ça donne quand même un état d'esprit sur la capacité du leader insoumis à balancer des choses qui vont être largement commentées aujourd'hui et sans doute ce week-end. S'il s'agit de l'affaire Epstein... Ah, je voulais dire Epstein. Pardon. Ça fait plus russe, Epstein, hein? Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein. Frankenstein au lieu de Frankenstein.
Alors si Epstein fait plus russe, Epstein, ça fait plus quoi ? Ben justement, il joue avec le feu, là, je trouve, Jean-Luc Mélenchon. Il joue vraiment avec des choses... C'est la première fois que je l'entends aller aussi loin dans le sous-entendu antisémite avec des troupes qui sont ravies d'entendre ce genre de choses. C'est une provocation supplémentaire, en effet. Là, on est chez si je vous dis qu'on est chez Dieudonné. On est vraiment chez Dieudonné, là. En tout cas, on s'en approche. Il sent même ivre quand il parle. Enfin, il jouit de son outrance. Je pense qu'il y a quelque chose qui a transformé un peu Jean-Luc Mélenchon, qui est par ailleurs peut-être un excellent tribun, un excellent orateur, qui peut faire étalage d'une vraie culture historique, ainsi de suite, qu'il a été grisé par le succès et par le rendez-vous avec les foules. Et donc ça l'a grisé et ça l'a transporté dans un autre monde où il pense qu'il a raison, malgré tout ce qu'on peut penser contraire à ce qu'il dit lui-même. Plus ça va quand vous faites le portrait robot, d'ailleurs, quand vous faites le portrait robot de Mélenchon, plus ça va, on se rapproche du Le Pen des années 80-90, oui, c'est-à-dire cultivé, maniant le latin, grande culture historique, bien sûr. Sens et rhétorique extraordinaire, et puis calembour, jeu de mots ou sorties limite quand elles n'étaient pas sous le coup de la loi. Mais d'ailleurs, David, j'ai l'impression que c'est la même stratégie, parce que Le Pen, rappelez-vous, quand il baissait un peu dans les sondages, nouvelle provocation, et c'était en fait très calculé, c'était pour ressouder les troupes. Évidemment, de l'extérieur, c'était complètement affolant, mais lui, ça marchait bien. Les provocations étaient toujours calculées dans des moments pour remonter les troupes. Et là, c'est vrai que le meeting est quand même assez effrayant, cette phrase. Je pense que ça ne sert à rien, en plus. Je pense que ce n'est pas ça qui va le réconcilier avec une majorité de Français qui en font maintenant le principal repoussoir dans la vie politique. Hier, c'était en effet Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, il faut se garder de Jean-Luc Mélenchon. Ça devient le point de vue d'une large majorité de Français. Donc, il n'arrivera à rien avec cela. Alors, évidemment, ça renvoie aussi à la responsabilité de la gauche classique, parce que la gauche classique, le centre droit, tous ceux qui aujourd'hui font mine ou ont l'ambition de se présenter, qui sont une bonne vingtaine, ce qui est absurde. Il faut évidemment que cet espace centre-droit, centre-gauche s'organise et construire une alternative. Sinon, en effet, on va à la catastrophe. Et puis moi, ce que je trouve assez effrayant dans les discours en ce moment de LFI, c'est que commence à se dessiner l'idée, vous savez, il y a une espèce de critique latente de la démocratie. On a entendu chez Mathilde Panot, Geoffroy de la Gannerie, qui est quand même assez proche, et on sent arriver tranquillement l'idée que si le résultat des urnes est un RN au pouvoir, ils ne l'accepteront pas. Et là, on va aller vers des grands problèmes pour le pays. Mais le RN au pouvoir, c'est leur rêve, puisqu'ils estiment qu'entre le RN et eux, il n'y aura plus rien, et ils seront la figure résistante qu'ils imaginent être. Mais la résistance, apparemment, ce qu'on entend en sous-jacent, ne sera pas qu'au Parlement. Là, quand même, ce discours-là sur la démocratie, on s'arrive par petits points et très très inquiétant. Il va falloir faire attention à ce qui... Oui, mais je pense qu'il ne sera encore moins suivi qu'il ne peut l'être aujourd'hui. Je pense que ça, c'est vraiment une impasse supplémentaire s'il devait aller dans cette direction. Alors, puisqu'on parlait de l'affaire Epstein... Attention, David. Je sais plus ce que je dois dire, mais pas pour les raisons invoquées par Mélenchon, qui sont tout à fait discutables et sulfureuses, mais tout simplement parce que, en fait, les journalistes français, pour dire les choses, comme ils parlent de mieux en mieux anglais, la nouvelle génération, ils prononcent comme les journalistes américains. Donc, ils disent Epstein ou Weinstein. Et puis nous, on a Albert Einstein en tête, on est français, on est d'une autre génération en ce qui me concerne, et donc, on dit Stein ou Steen quand on est rattrapé par l'inconscient. Donald Trump avait fait le pari d'inonder le monde de documents plus ou moins compromettants sur cette affaire, mais le ministère de la Justice américain a retenu certains éléments, de quoi exciter la colère des MAGA, auxquels le président avait pourtant promis un grand déballage. Alors force est de constater qu'il manque des pièces dans le dossier qui a été mis en ligne, et ces pièces, elles compromettent Donald Trump. Alors est-ce qu'il peut payer politiquement cette affaire? J'ai l'impression que sur la question des mœurs et sur la question morale, il en a tellement fait, il en a tellement dit, jusqu'à dire je pourrais tuer quelqu'un au milieu de la 5e avenue avec un Colt, il m'arriverait rien, que de toute façon, Trump est intouchable. En tout cas, ce qui est en train de se passer, c'est un recentrage de l'affaire Epstein. Donc, c'est un recentrage vers lui, vers Trump. Parce qu'au point de départ, c'est le cœur du réacteur, le cœur de l'affaire, c'est Donald Trump. Ouais. Et donc, il a réussi en effet à noyer les choses avec la complicité de de la ministre de la Justice qu'il a nommée Pam Bondi, qui s'est empressée de masquer un maximum de choses. Hier, donc, il y a eu Hillary Clinton qui était entendue par une commission du Congrès, qui a dû, en sortant, mais maintenant, il faut que vous interrogiez Trump, parce que c'est au fond lui qui est protégé par tout ce
tout ce que cache ou continue de cacher le ministère de la Justice. C'est en train de se rapprocher de Donald Trump et il commence à sortir des pièces de ces Epstein Files qui le mettent en cause directement. Et parce qu'il y a eu, entre-temps, des interrogatoires conduits par le FBI qui ont été non divulgués, masqués, et qui le mettent en cause encore plus directement. Donc petit à petit, ça se rapproche. Avec une hantise absolue chez Trump, évidemment, c'est de perdre les élections midterms, parce que si le gain des démocrates est fort au Sénat, il risque un procès pour empêchement. Puis il pourra plus rien faire politiquement. Cela dit, ce sera très difficile, parce que il y a en gros 35 sièges qui sont en balance dans ces élections sénatoriales, et il faudrait que les démocrates en emportent une vingtaine pour pouvoir avoir une majorité pour conduire une procédure d'empêchement, ce qui est loin du compte. Je pense que les démocrates n'arriveront pas à ce total. Mais néanmoins, la hantise de Trump, maintenant, c'est cela. Et je pense qu'on va assister de plus en plus à un recentrage de l'affaire sur ce qu'elle n'aurait jamais dû quitter, d'ailleurs, c'est-à-dire aux États-Unis, en tout cas. Ouais. Je ne parle pas des suites qui peuvent exister ici ou là, les plus graves étant en Grande-Bretagne, parce que là, ça met en cause peut-être même la monarchie elle-même. Mais c'est cela. Et je pense que c'est ce à quoi on va assister. On commence à assister maintenant. On va avoir l'occasion d'en reparler, mais je ne veux pas qu'on se quitte sans qu'Anne de Guigné nous parle de la Pologne, où elle est allée tout récemment, nous parler du miracle économique polonais. C'est un pays que les Français connaissent mal, à part Chopin et Jean-Paul II, souvent, et Lech Walesa évidemment, on regarde la Pologne à travers le prisme de ces grandes personnalités. Économiquement, ça bouge. Oui, ils sont incroyablement dynamique, c'est une des croissances les plus fortes d'Europe qui va continuer. Et c'est vrai que moi j'ai eu pas mal d'entretiens avec des avocats, des entrepreneurs, et c'est impressionnant. Beaucoup de trentenaires qui ont des formations très très solides, qui ont été à l'université en Angleterre, en Allemagne, des carrières déjà à 35 ans, déjà ils ont fait plusieurs métiers, un peu de politique. Donc j'étais très impressionnée par la France découvre l'Europe en fait. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et donc beaucoup d'entrepreneuriat, mais derrière il y a quand même une menace assez catastrophique, c'est qu'ils n'ont plus du tout d'enfants. À Varsovie, le taux de fécondité est en dessous d'un enfant par femme. Et pourtant, vous voyez partout, il y a partout, c'est très mignon, des petites balançoires. Bon là, j'y suis allée, il y a de la neige partout, donc les pauvres enfants, évidemment, n'étaient pas sur les balançoires. Mais j'ai vu aucune ville où il y ait autant de jeux, de portiques pour les enfants. Mais il n'y a quasiment plus d'enfants. Donc moins d'un enfant par femme à Varsovie, dans tout le pays, un tout petit peu plus. Et du coup, un énorme problème pour le main-d'œuvre. Et le paradoxe, c'est qu'on est très loin des grandes politiques natalistes de l'ère communiste, qu'essaye d'ailleurs de ressusciter à sa façon Viktor Orban, puisqu'il a promis exonération d'impôts aux femmes qui feraient deux enfants à vie, exonération d'impôts à vie, mais ça ne semble pas marcher. Vous avez une explication, vous, Jean-Marie Colombani ? En tout cas, c'est un phénomène qui touche toute l'Europe, pas seulement l'Europe. D'ailleurs. Bien sûr, la France aussi, un peu moins. Un peu moins, mais quand même, c'est la première fois que la France tombe aussi bas, si j'ose dire, dans ce domaine. Mais ce sont des facteurs collectifs, parce que c'est vrai que l'Europe a peut-être cessé de croire en elle-même. Il y a aussi le fait que si on regarde uniquement la France, on s'aperçoit qu'il y a un tellement urgent problème de logement qu'on comprend très vite que le bas blesse là. Ailleurs, c'est des pays qui ont cessé de croire en eux-mêmes. Regardez par exemple l'Italie. L'Italie est redevenue un pays d'émigration. Non seulement les Italiens ne font plus d'enfants, mais ils émigrent en France, ils émigrent dans d'autres pays européens, mais ils émigrent aussi plus loin. Donc il y a un vrai mal européen de ce point de vue-là. Il faut que l'Europe reprenne confiance en elle-même, et Dieu sait si elle a des raisons d'avoir confiance en elle-même. L'appel à la confiance de Jean-Marie Colombani.